Bonjour Alexia. Bonjour Luigi. Alexia Bertrand. Alors c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur le podcast de Positive Changemakers au cours de cette 3e saison. Alors où nos auditeurs le savent, je ne vais plus uniquement à la rencontre d'entrepreneurs sociaux, mais également à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé à un moment donné de se retrousser les manches dans l'arène politique. Alors tu sais que j'ai fait un peu le tour de 3 partis politiques, donc tu es last but not least. J'ai rencontré d'abord Yvan Verhoekstraat, vice-président des Engagés, puis Anne Lambellin, vice-présidente du Parti Socialiste, et puis Gilles Van den Buren, chef de groupe pour les écologistes à la Chambre. 3 personnalités, je pense que tu as déjà rencontrées dans pas mal de sphères. Mais il est évidemment temps de s'intéresser à une personnalité libérale, du coup. Voilà pourquoi on est ici. On est d'ailleurs en train d'enregistrer ce podcast, Alexia, dans tes bureaux. On peut le dire ainsi. On est assez haut dans la tour des finances. Tu es secrétaire d'État au budget et à la protection des consommateurs depuis 2022 au sein du gouvernement fédéral. Alors, comme première question, Alexia, j'ai envie qu'on s'intéresse en fait au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un jour, donc tu es juriste de formation, tu as travaillé comme avocate pendant des années, pourquoi est-ce qu'un jour, en 2012, si mes informations sont bonnes, tu t'es dit, je vais me lancer dans l'arène politique? Alors c'est une bonne question, je crois que c'était un processus évolutif. Ça faisait plusieurs années qu'en allant à mon bureau, mon cabinet d'avocat, tous les jours dans ma voiture, je me disais, qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie ? Et quand cette question surgit pendant des jours, des semaines, des mois et puis des années, mais il faut y faire quelque chose. Et donc je me suis vraiment posé cette question et j'ai commencé une réflexion. J'ai songé à faire du droit pénal, à devenir pénaliste. Ça m'a toujours passionné, le droit pénal. J'avais travaillé sur un projet de prison quand j'étais aux États-Unis pour aider les détenus à faire valoir leurs droits dans des procédures disciplinaires. Et puis j'ai été voir 2 pénalistes qui m'ont dit, mais enfin, après 9 ans de barreau, tu vas recommencer tout en bas de l'échelle, on n'a pas le temps de te former, c'est un monde très dur, vraiment, ne fais pas ça. Et en réalité, je suis revenue à mes premières amours parce que je crois que j'ai toujours eu ça en moi, la vocation de faire de la politique et de vouloir faire en sorte qu'il y ait une amélioration dans la vie des gens, qu'on ait un impact sur la vie des gens. Et donc, je me suis rendu compte que chaque fois que j'allais à des dîners ou qu'on allait à des dîners entre amis, on finissait par critiquer la politique. Et que ça terminait toujours en se disant, mais c'est pas possible quand même les politiques qu'on a. Et un soir, en rentrant, je me suis dit, je peux pas continuer à critiquer si je me lance pas moi-même. Donc, soit il faut mouiller la chemise, soit j'arrête de critiquer la politique. Et donc, j'ai fait le choix de me lancer et ça s'est fait. Le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas, ça ne s'invente pas. C'est un jour que tu n'oublies pas. Le 6 décembre 2011, le gouvernement s'est formé, le gouvernement Di Rupo, après 541 jours. Et je suis allée à une conférence avec Didier Reynders. J'avais déjà songé à travailler pour Alexander De Croo et le contact s'est pas mis, comme quoi les hasards de la vie, c'est marrant. Et je lui ai dit que je rêvais de travailler pour lui. Et puis c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ok, je me permets de revenir peut-être un petit peu en arrière. Les études de droit, est-ce que ça peut-être aussi, c'était un choix lié à cette volonté d'avoir un impact, de changer, de défendre les plus faibles ou de défendre en tout cas certaines personnes ? Alors, sans doute, et ça a été évolutif aussi, parce que je pensais que je deviendrais juge. En même temps, je crois que ma vocation politique est venue quand j'avais 15 ans, en voyant Emma Bonino. Je ne sais pas si certains connaissent Emma Bonino. Elle était commissaire européenne, alors à la pêche, mais pas seulement à la pêche, elle avait aussi tout ce qui était l'aide humanitaire. Et moi, je voyais Emma Bonino prendre des hélicoptères et arriver sur des zones totalement dévastées, des zones de guerre ou de famine. Et elle venait livrer l'aide alimentaire au nom de l'Europe. Et je trouvais ça extraordinaire. Et c'était pour moi le début de mon image de l'Europe, d'une femme qui remplissait ce rôle, de ce que nous, on pouvait représenter comme Union européenne pour les pays en voie de développement. Et je crois que vraiment, il y a parfois des images qui durent quelques secondes ou qu'on voit. Et c'est là que je me suis dit, ça, je rêverais de pouvoir jouer un rôle où il y a vraiment un changement pour les gens et où on fait quelque chose dans lequel on croit. Donc tu étais très sensible à ça déjà en tant que petite fille, peut-être tu voyais ce genre d'image. Oui, je crois à 15 ans. Et alors, ce qui m'a frappée, c'est qu'en allant sur le marché de Stockel récemment, il y a quelques mois, près de chez moi, quelqu'un qui était en classe, une amie de classe qui était à l'école avec moi en 4e primaire, m'a dit « Est-ce que tu te souviens qu'en 4e primaire, quand notre prof nous a demandé ce qu'on voulait faire plus tard, toi, tu as répondu « Je veux faire de la politique ». Comme quoi les rêves de et jeunesse, je ne m'en souvenais pas du tout, mais donc je me suis dit, en fait, ça m'a fort apaisée qu'elle m'ait dit ça, parce que je me suis dit, cette vocation, elle devait venir de loin quand même. Effectivement. Alors, parlons un petit peu de ton parcours en tant que jeune fille donc, qui a grandi notamment à Anvers.
une famille assez entrepreneuriale dans le business, etc. Quelles ont été leurs réactions? J'imagine qu'ils ne s'attendaient pas spécialement à ce que Alexia se lance dans l'arène politique. Non, pas là du où tout. personne a des fois envie de se lancer. Non, pas du tout, parce que c'est pas un monde qui, dans le monde entrepreneurial, donne à beaucoup envie de se lancer. D'ailleurs, quand je rencontre des entrepreneurs ou des gens qui sont plutôt dans le monde du business, ils disent plutôt vous êtes courageux tous de faire de la politique, voilà. Et ils disent s'il y a bien une chose que je ferai jamais, c'est ça. Alors ma famille, oui, je crois qu'elle a été surprise parce qu'il y avait personne dans la famille qui avait fait de la politique, et donc c'était nouveau. C'est un monde où on est quand même assez attaqué, exposé, mais ils étaient soutenants parce que je crois qu'ils ont compris que ça venait d'une vraie réflexion et que j'avais envie d'avoir un impact sociétal. Après presque 9 ans de barreau en droit des sociétés où j'avais eu des dossiers, des clients, des collègues extraordinaires, passionnants, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mais c'est un peu plus micro, si je peux décrire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est chaque fois un dossier individuel, un cas particulier, une transaction individuelle d'une entreprise. Et tu avais vraiment besoin en fait de voir plus large. En fait, j'avais vraiment envie de travailler sur des enjeux de société comme l'économie, l'asile, la migration, la justice, la fiscalité, tous ces thèmes qui ont un impact sur en fait des millions de personnes. Mais parfois, c'est vrai qu'on a l'impression que le résultat du coup est plus éloigné. C'est pas quand on cuisine un repas. Moi, j'ai tout de suite une satisfaction. Ici, j'ai des ingrédients, mais c'est un peu. Ça m'intéresse. On en parlera un peu plus tard si tu veux bien dans le podcast. La durée en politique, le temps politique. Oui. Mais du coup, donc tu te lances en fait premièrement non pas sur une liste électorale, mais tu vas travailler pour Didier Reynders. C'est comme ça en fait que ton engagement commence. C'est vrai. En 2012, dans son cabinet, et donc j'étais conseillère pour ce qui était justice d'une part et asile et migration d'autre part. Je dois reconnaître que je ne connaissais pas l'asile et la migration, donc je me suis formée dans le domaine grâce à une ASBL fantastique. VZ2 Foyer in Molenbeek, qui est basée à Molenbeek et qui forme pas mal d'avocats qui font du droit des étrangers. Et j'ai suivi leurs cours pour apprendre la loi sur les étrangers, toutes les règles en matière d'asile et de migration. Et en même temps, je me suis lancée cette année-là dans les élections communales qui avaient lieu en octobre. Alors, il y en a tous les 6 ans en Belgique et j'ai eu de la chance parce que c'était une année d'élections communales. Et donc, c'était ma première élection, mon premier scrutin en octobre 2012. Ah oui, donc en parallèle, en fait. Tu rentres dans un cabinet et en parallèle, les choses se mettent bien. Voilà, je suis rentrée dans un cabinet début février et j'ai participé aux élections communales au mois d'octobre. Et ça, c'était un souhait de ma part puisque je savais que mon rêve, c'était de faire de la politique active parce que je voulais réellement avoir un impact. Ceci dit, qu'on a aussi en cabinet, puisqu'on travaille sur les dossiers pour le ministre. Donc, mais c'est différent d'être soi-même mandataire et de prendre la responsabilité et les décisions. Oui, c'est ça. Donc, dès le début, en fait, c'était un choix clair d'aller dans la politique active. Ouais. Il y en a beaucoup qui font carrière dans les cabinets pendant des années. Mais toi, ce n'était pas ton cas. Du coup, tu as été dans l'opposition au niveau communal à Woluwe-Saint-Pierre. C'est ça? Alors, pendant des années où je me trompe? Non, c'est juste. C'était ma première élection et je pense que j'ai appris beaucoup en un soir, puisqu'il y avait un accord qui était conclu entre, à l'époque, l'EMR et le CDH, avec le bourgmestre sortant. Et malheureusement, cet accord n'a pas été tenu, n'a pas été respecté. Donc, on s'est retrouvés à 4h du matin à apprendre qu'on était dans l'opposition alors qu'on était le premier parti. Et donc, il y a eu une coalition de tous contre nous. Et c'était vraiment une leçon de vie parce que j'ai appris sans doute toute une série de choses à faire ou à ne pas faire. En tout cas, tout ce qui était de l'ordre du possible. Et je pense que c'est une boîte à outils et que c'est la meilleure école pour la suite. C'est d'avoir vu quand parfois ça ne se passe pas exactement comme prévu. Et donc, ça permet d'anticiper pour la suite. Mais donc, on a fait 2 mandatures d'opposition. On est toujours dans l'opposition et on espère qu'aux élections communales 2024, on reviendra dans une majorité. On a d'ailleurs annoncé une liste commune, cette fois-ci, avec le même bourgmestre, avec les engagés. Et donc, ça montre aussi qu'en politique, à un moment, il faut pouvoir tourner la page, avancer et reconstruire. Et donc, du coup, là, on parle effectivement de ta première expérience, comme tu dis, il y a 10 ans. Enfin, il y a plus de 10 ans. On est quoi? Oui, il y a une dizaine d'années. Ouais. Mais juste pour revenir un peu là-dessus, tu dis j'ai énormément appris, mais plus concrètement, tu as appris quoi finalement? Qu'un accord, c'est un accord jusqu'à ce que ce soit plus un accord en politique? Et surtout, est-ce que tu te souviens un petit peu, peut-être quelle a été ta réaction à ce moment-là? Tu t'es dit, ah oui, Alexia, là, je m'y attendais pas, bienvenue dans la vraie vie politique, ou tu t'es dit, oui, évidemment, il fallait un peu s'en douter et move on, quoi? Alors, j'ai appris qu'effectivement, un accord, on a beau le mettre par écrit et devant notaire, ça n'a pas de valeur. Ce qui a une valeur en politique, c'est
les relations de confiance. Et même les relations de confiance peuvent malheureusement parfois être mises à mal face à des tentations de pouvoir ou de prise de responsabilité. Donc, tous les coups sont permis, j'ai envie de dire. Ce qui est dommage parce que je ne crois pas que la politique doive nécessairement être comme ça. Je pense aussi, et ça c'est ce que moi j'ai appris pour ma part à moi, on n'a qu'une parole et on l'a jusqu'au moment où on ne l'a plus. Et je pense que c'est l'actif le plus important, c'est-à-dire qu'une fois que cette parole a été brisée, eh bien, ça peut arriver à nouveau. Et donc, il faut alors, à ce moment-là, trouver d'autres moyens pour recréer de la confiance. Donc ça, c'est peut-être ce que j'ai retenu pour moi. Pour moi, ma parole a une valeur et je souhaite que ça reste comme ça. En même temps, la politique est un système où il faut faire face à des personnes qui peuvent fonctionner différemment et il faut aussi pouvoir reconstruire avec ces mêmes personnes et retrouver des moyens de faire confiance. Ça ne doit pas être facile, ça. Tu dis ça comme si c'était d'une simplicité, mais non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que cet épisode a créé beaucoup de colère, de tristesse, de déception, évidemment, et que ça prend du temps de remonter la pente. Est-ce que c'était écrit dans les astres? Je n'en sais rien. Je n'étais pas suffisamment impliquée à l'époque que pour sentir ce qui se tramait. C'était ma première élection. C'est vrai qu'avec le score que j'ai eu, j'aurais pu faire partie d'un collège et je finale, mais ce n'était pas le cas. Et en réalité, moi, j'ai pris ça comme une expérience et comme une école de vie. Qui t'a construit par ailleurs. Qui m'a construit par ailleurs. Et puis, j'étais occupée sur les dossiers passionnants au cabinet. Donc, voilà, ce n'était pas aussi violent pour moi que cela a été pour des collègues qui étaient échevins, qui espéraient continuer à travailler pour la commune. Oui, limite, tu avais l'avantage que toi, tu étais dans tes débuts, tu t'attendais peut-être pas à grand-chose. Mais par contre, si je peux me permettre du coup de faire le lien avec des années plus tard, avant de devenir secrétaire d'État, coup de tonnerre, effectivement, on annonce que tu deviens secrétaire d'État pour OpenVLD. Tu étais membre du MR du coup pendant des années. Est-ce que là aussi, il y a eu effectivement un peu une rupture de confiance? Tu as eu l'impression de revivre la même chose quand Georges-Louis Boucher du coup choisit Adja Habib au ministère des Affaires étrangères? Non, c'était très différent parce que ça, c'était une relation intra-parti où ça reste la prérogative du président de choisir ses ministres et ça, je pense que tout le monde qui est dans un système de particratie le sait. Alors il y a certains partis, comme chez Écolo Groen, c'est probablement plus collectif parce que c'est voté par des assemblées générales, mais dans les partis traditionnels, c'est comme ça. Je pense que ce qui avait été compliqué, c'était la forme et c'était la manière dont les choses s'étaient passées, bien plus en réalité que la décision elle-même. Et puis, comme quoi la vie est, j'allais dire, ironique dans le bon sens du terme parfois. Mes relations avec Adja Habib sont excellentes au gouvernement. Ça n'avait rien de personnel, évidemment. Ah non, et je ne la connaissais pas encore à l'époque. Et je pense que le poste de secrétaire d'État au budget me convient beaucoup mieux, en tout cas aujourd'hui, que celui des affaires étrangères. Donc cette question-là, c'est pas du tout posée. Mais c'était différent dans le sens où c'est pas quelque chose que moi j'ai déclenché ou suscité. C'est parfois simplement le puzzle de la vie et les chemins, les croisées des chemins. Et alors, ce qui est amusant et presque un petit clin d'œil, c'est de se dire qu'en fait, tout mon trajet a permis que ce soit possible, alors que ce n'est pas moi qui l'ai activement imaginé ou suscité le fait de me retrouver à l'OpenVLD. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone du président de l'OpenVLD me demandant si, éventuellement, le lendemain, j'étais prête à reprendre le poste. Il te laissait 24 heures, c'est ça, Alexandre De Croo? En fait, oui, j'ai eu même pas 24 heures parce que c'était même pas sûr à ce moment-là. Et voilà, c'était des circonstances qui étaient un peu pénibles et tristes. C'est toujours dur quand quelqu'un doit démissionner. Eva de Bleeker devait démissionner. Voilà, d'autant plus que je la connaissais un peu et qu'on s'entend bien. Mais malheureusement, parfois la vie politique amène... Et tu n'as pas hésité une seconde ou tu as quand même un peu, on va dire, réfléchi, parlé avec ton mari, les personnes qui te sont proches? Alors, non, j'ai pas hésité une seconde. Okay. En fait, mais après, évidemment que j'en ai parlé à mon mari, mais pas à mes enfants en revanche. Okay. Donc ça, c'était un petit pincement au cœur parce que le lendemain, tout s'est accéléré et le communiqué de presse est parti avant même, malheureusement, que Eva de Bleeker ait pu annoncer sa démission, ce qui était un peu dommage. Peut-être un peu, oui, c'est ça. Mais voilà, la communication a été reprise et c'est fait. Et l'OMR, comme du coup, ça. La réaction du MR, parce que du coup, vous avez pris tout le monde de court. Alors, Georges-Louis a eu une réaction qui était extrêmement constructive, en fait, en disant
voilà, Alexia va garder sa carte d'UMR et effectivement, et j'en suis encore très très heureuse aujourd'hui. Et les liens restent bons ou et les liens quelque chose restent est quand même bons dégradé? et je suis très reconnaissante à Georges Louis qu'il se soit personnellement battu avec aussi Sophie Wilmès et évidemment Alexandre De Croo et Tom Oyonnax, mais il s'est personnellement investi dans cette liste commune. Et donc je pense que c'est la preuve qu'il voit la vision au-delà. Et qu'il avait toujours dit qu'il voulait une famille libérale commune. Je pense que s'il y a bien une chose qu'on peut lui reconnaître sur ce plan-là, c'est que c'est quelque chose qu'il dit depuis 3 ou 4 ans. Et c'est lui qui a remis un peu ce sujet sur la table. Eh bien, il y est arrivé. Et je bien pense malgré lui, du coup, ça a fait une situation win-win. Alors, ça a vraiment fait une situation win-win, ça, je pense, oui. Mais il savait quelle était la situation à ce moment-là et il s'est battu pour que ça se fasse. Donc, il a du mérite d'avoir pu faire cette liste commune et d'avoir tenu le cap. Et je crois qu'en fait, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour Bruxelles, c'est une bonne chose pour les libéraux, tant pour l'EMR que pour l'Open VLD. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir faire campagne sur cette liste-là avec beaucoup de collègues, de compagnons de route. Et mon cœur est évidemment proche de la famille libérale, mais reste proche aussi de ceux du MR. J'ai beaucoup d'amis qui sont bien sûr, et tu es membre, juste pour clarifier pour les auditeurs, tu es membre des deux partis. Exactement. Pour l'instant. Donc ça ne change rien, parfait. Je propose qu'on passe peut-être un petit peu à la question la confiance en politique, notamment, parce que donc choisir la politique, ce n'est pas rien pour agir pour un monde meilleur. Donc la plupart des invités qui sont passés sur le podcast étaient des acteurs du changement à tout point de vue. Ici, la saison politique, c'est un peu particulier, parce que comme tu le sais, je le disais, beaucoup de personnes ont envie d'agir et sont conscients que des fois, il faudrait peut-être entrer en politique pour faire réellement bouger les choses. Mais quand on parle évidemment de confiance, de démocratie, comme tu le dis toi-même, les partis politiques, la prérogative du président, etc. Donc il y a beaucoup de frustration, il y a un manque de confiance, tant en interne des partis que du côté du citoyen. Les derniers chiffres montraient, je pense, 1 personne sur 5 fait encore confiance au monde politique. Alexia, ça me paraît élevé, ça, comme... Oui, 24% répondaient oui. Ça me paraît élevé parce que je suis... Ça te paraît trop élevé, tu veux dire ou... Alors, non, je rêverais que ce soit 90% ou plus, mais je suis régulièrement ces indicateurs, tout ce qui est baromètre de la confiance politique, et il y a quelques années, pas si longtemps, le politique était à 9%, pratiquement au même niveau que les banques. Voilà, c'est malheureux parce que... Et qu'est-ce qui explique cela selon toi? Ton analyse personnelle, si tu peux nous la partager. Qu'est-ce qui fait que les citoyens se... Alors, je crois qu'il y a beaucoup de raisons à ça. C'est d'abord le temps de la démocratie est long. Et donc, les citoyens ont l'impression que ça prend beaucoup de temps pour voir un impact. Alors, c'est vrai, mais on n'habite pas en Chine. En Chine, on peut rénover des tunnels en 2 semaines, et les gens travaillent jour et nuit, sans conditions sociales, sans protection. Il n'y a pas de règles de marché public. Il n'y a pas des statuts protégés. Et donc, c'est vrai que c'est frustrant aussi pour nous, comme politiques, que le temps de la démocratie soit long. Et en même temps, dans des sociétés avec des niveaux de vie qui sont élevés et complexes, niveau de vie élevé, on en arrive à des règles complexes, justement, pour donner toutes les garanties, pour donner des protections sociales, pour que on ne favorise pas les copains dans des marchés publics, etc. Donc ça, c'est sans doute une des raisons. C'est le prix à payer pour la démocratie, en fait. C'est un peu le prix à payer pour la démocratie, mais ce qui est inquiétant, et surtout parmi les 18-35 ans, c'est qu'ils aiment la démocratie seulement quand il y a un leader fort. Et ce leader fort, comme on voit chez les populistes, que ce soit un Donald Trump, que ce soit un Viktor Orban en Hongrie, ce sont des gens qui ont envie justement d'aller plus vite que le temps de la démocratie et parfois de contourner certaines règles et qui vendent ça aux citoyens. La difficulté avec ça, c'est que ça veut dire qu'on reprend certaines règles à son profit en ne respectant pas toujours les pouvoirs en place, que ce soit le pouvoir judiciaire, que ce soit le 4e pouvoir qu'est la presse. Et donc, c'est des ouvertures dangereuses. Parce que les populistes, ils arrivent en place en étant élus, mais une fois qu'ils sont en place, ils changent les règles pour s'assurer qu'ils ne puissent plus jamais être chassés de façon démocratique. Et donc, ce sont des évolutions démocratiques qui sont dramatiques. Et donc, je comprends que les 18-35 ans ont envie de voir des choses qui bougent et qui aillent plus vite. On vit dans l'instantanéité, dans l'immédiateté. Absolument, avec
avec les réseaux sociaux notamment, la communication. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'il y a des pistes que... J'ai pas lu le programme du MR dans les détails. Est-ce qu'il y a des pistes que vous mettez en avant pour rendre la démocratie peut-être un peu plus participative? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut y faire. Et d'abord, une des clés, c'est l'information et ne pas s'informer uniquement par les réseaux sociaux, puisque c'est de l'information qui n'est pas toujours vérifiée. Et donc, c'est d'expliquer le travail qu'on fait et effectivement d'engager davantage avec les citoyens. Je crois que, comme Michel Serres, le philosophe français, disait, nous, on doit aussi apprendre à réapprendre le rôle de représentation. On doit réapprendre à représenter les citoyens. On est parti d'une société qui était verticale et on est passé de la verticalité à l'horizontalité. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le professeur qui donnait cours de manière très magistrale à ses élèves, qui écoutait. Le médecin vous prescrivait quelque chose, personne ne mettait ça en doute. Aujourd'hui, vous allez chez votre médecin et vous allez dire, mais est-ce que vous avez pensé à ça et aux effets secondaires de ci et ça? Et j'ai entendu qu'il y avait un nouveau médicament. Eh bien, c'est la même chose en politique. On attend de nous qu'on connaisse tous les sujets dans un monde d'une complexité qui est devenue crasse. Et puis moi, je suis régulièrement confrontée à des citoyens qui forcément, ils connaissent davantage que moi en matière d'énergie, peut-être parfois en pension, mais les pensions, c'est un sujet tellement technique que je crois qu'il y a peut-être... on les compte sur les doigts de la main, le nombre de gens qui connaissent réellement le système des pensions en Belgique. C'est une réelle évolution, en fait. C'est une vraie évolution. Sociétale et en politique. Et du coup, ça fait quoi comme femme politique? Ça fait qu'on n'a pas une parole d'autorité et qu'on ne va plus expliquer aux gens, c'est comme ça, il faut engager avec les citoyens, avoir un dialogue constructif, s'enrichir mutuellement. Ce qu'on attend de nous, c'est qu'on comprenne un dossier, qu'on en comprenne tous les enjeux et puis qu'on aille dans une direction en pouvant faire la synthèse. Mais ce n'est plus de pouvoir maîtriser la connaissance technique approfondie de chaque dossier, même si il faut le faire au maximum, mais alors bien sûr dans notre domaine de compétences, c'est attendu de nous, donc sur le budget bien sûr, mais vous savez, quand je vais au Cairn, on traite de sujets comme la fiscalité, les pensions, la santé, les soins de santé, c'est une matière qui est devenue complexe. La fiscalité, il y a des avocats qui passent toute leur vie à s'occuper que de TVA, c'est des TVAistes. Surtout en Belgique, c'est tellement compliqué que... Alors en plus, et nous on attend qu'on connaisse et l'impôt des personnes physiques, et la TVA, et les accises, et les droits d'enregistrement, et l'impôt des sociétés. Du coup, une femme politique, Alexia, pour toi, ça doit être quoi alors? Un leader qui s'entoure des meilleurs, des experts, certainement. Qui sait diriger le bateau sans pour autant, effectivement, qu'il soit expert dans toutes les matières? Mais moi, ce que j'imaginerais, après c'est aux citoyens de le dire, mais comme moi je vois ça, c'est quelqu'un qui est quand même une colonne vertébrale, une structure, quelqu'un qui peut appréhender la complexité, qui ait l'humilité effectivement de s'entourer des experts qui soient meilleurs que soi. C'est ce que nous disait Barack Obama, qui est venu parler en disant le leader, c'est celui qui s'entoure de gens qui sont meilleurs que lui et puis qui donne une vision. C'est celui qui explique, qui construit un récit qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui voit ce qui peut être là demain. C'est celui qui arrive aussi à mettre ça dans un narratif d'une histoire pour expliquer aux gens vers quoi est-ce qu'on va en 2030-2040. Les enjeux sont gigantesques avec la transition climatique, avec la situation géopolitique. Vers où est-ce qu'on veut aller? Avoir une vision long terme, est-ce que tu as l'impression que ça manque un petit peu dans le monde politique en Belgique notamment? Le système le rend très très compliqué puisqu'on a des élections tous les 5 ans. Tous les 5 ans, et donc forcément que le système rend ça compliqué. Et c'est dommage parce qu'en réalité, on a vraiment besoin d'une vision plus que jamais à 10 ans, 15 ans, tout en étant conscient que le monde change très rapidement et donc qu'elle doit être agile et qu'elle doit s'adapter. Du coup, des élections tous les 10 ans, par exemple, ça résoudrait déjà un petit peu l'affaire. Alors ça fait quand même long, 10 ans si on a un gouvernement en place. Je pense que ça fait peut-être trop long, mais ce qu'il faudrait, alors ça, moi je le plaide à titre personnel, mais j'ai pas encore trouvé beaucoup de collègues pour le soutenir avec moi, c'est sans doute quand même une limitation des mandats dans le temps, tout en étant consciente que même cette proposition-là est pas parfaite, parce que on me dit souvent, mais alors pourquoi se priver de quelqu'un qui est excellent et qui a fait preuve de ses compétences pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis on dit on n'est pas obligé de le réélire. Alors c'est vrai et pas vrai, puisque les règles démocratiques sont ainsi faites que ce sont souvent ceux qui sont en place qui peuvent rester en place, soyons honnêtes. Surtout que les partis politiques, effectivement, tu le disais déjà, et tout le monde sera d'accord là-dessus, ont énormément de pouvoir. Trop de pouvoir en Belgique aussi, selon à titre personnel? Alors, il y a ça, mais il y a aussi toutes les règles électorales qui font qu'il y a l'effet dévolutif de la case de tête. Et donc, ça fait quoi? Que si vous êtes premier, deuxième, troisième sur une liste, vous êtes sûr de passer. Et ça, effectivement, ce sont les décisions des partis. Ce ne sont pas les décisions des citoyens. Et c'est très difficile de demander aux citoyens d'aller regarder au Parlement bruxellois, vous avez une liste de 72 personnes. Alors, s'il a un peu de chance, il va connaître le 52e. D'ailleurs, je le connais. Il est de ma commune. C'est Tanguy Varenne, mais s'il a un peu de chance, il va s'intéresser
à ce candidat-là. Mais c'est très difficile, donc il va s'intéresser au premier, deuxième, troisième candidat. Et en soi, c'est certainement des très bons candidats, c'est pas ça que je dis, mais le fait qu'ils aient l'avantage de ces voix de tête et en plus l'avantage des dépenses, parce que je ne sais pas si vous savez ça, mais peu de gens le savent, les premiers candidats sur la liste peuvent dépenser beaucoup plus pour leur campagne, puisqu'il y a un plafond de dépenses, que les suivants. Si on regarde au niveau fédéral, par exemple, le plafond est de 30 000, je pense, pour les premiers candidats. Et pour tous les autres, il est de 5 000. Donc, non seulement... Tu m'apprends quelque chose. Ah ben, ça m'étonne pas. Ça fait une double injustice, quoi. Mais ce sont des règles qui sont antidémocratiques. Je les considère comme antidémocratiques. Il ne faudrait pas qu'il y ait ni d'effet dévolutif de la case de tête, ni suppléance, ni plafond de dépenses qui soit différent pour tous les candidats. C'est réglé au niveau fédéral, ça, là, c'est législatif? Oui, c'est dans les règles, dans les lois électorales. Tant pour les élections fédérales que régionales Alors ça, je devrais vérifier. Oui. Tu me poses une colle, Luigi. Il n'y a pas de souci. Écoute, c'est aussi la franchise de la discussion. Tout à fait. Donc, je devrais vérifier ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je pense que chaque région les adapte, mais effectivement, le fait qu'il y ait un plafond de dépenses est applicable à toutes les élections, qu'on soit en Flandre, en Wallonie en tout cas, toi, tu es 4e de la liste, donc malheureusement, tu ne profites pas de... Alors moi, je ne profiterai pas de ce qu'on appelle le pot de la case de tête, donc je préfère mes voix moi-même. Mais ce n'est pas pour ça que je le dis, parce que j'ai bénéficié en 2019 de la case de tête. Ce sera peut-être un jour le cas ou pas. Il ne faut pas faire de plan sur la comète. En politique, il n'y a pas de carrière politique. Hein. D'abord, c'est une vocation. Et puis, tu demandais qu'est-ce qu'il faut pour faire de la politique. Et je voulais l'ajouter parce que c'est une phrase que j'aime beaucoup, qu'Édouard Philippe a dit un jour à une conférence où j'ai été l'écouter. Quand il a reçu les clés de la mairie du Havre, son prédécesseur lui a dit, pour faire de la politique, il faut 3 choses. Il faut aimer les gens. Et c'est tellement vrai. Je trouve que c'est tellement vrai. Vous êtes dans l'humain. Et aimer les gens. Il faut porter la cravate. Alors, ça, c'est pas au sens propre, évidemment. Ça veut dire que la fonction nous dépasse. Qu'il faut quelque part incarner des institutions, une fonction qui demandent peut-être, parfois, oui, un certain respect, un certain formalisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut être formel, hein, mais il y a des formes à mettre dans le respect des institutions. Et le troisième, c'est qu'il faut arriver à l'heure. Et je trouve ça magnifique. Arriver à l'heure, ça veut dire... Et on l'oublie parfois. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a un manque de confiance des citoyens. C'est qu'on est au service du citoyen et pas l'inverse. Et ça, c'est cette horizontalité aussi. On n'est plus dans la verticalité. C'est pas, les citoyens ne viennent pas faire la file pour attendre de nous voir et d'avoir une réponse qui viendrait d'un espèce de je sais pas, comment on l'appelait encore à Delphes Aucune idée. Là, c'est toi qui me poses une colle. La pitié de Delphes, voilà, un oracle qui viendrait proclamer la bonne parole ou la parole politique. Non. Et donc, oui, il faut arriver à l'heure au sens de se rappeler qu'on est au service du citoyen. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on le fait. Répondre présent, c'est ça que tu veux dire, ou par arriver à l'heure? Mais ça veut dire qu'on ne peut pas se mettre dans une tour d'ivoire où on se coupe de ceux qui nous ont donné le mandat. Il y a des comptes à rendre. C'est pas un chèque en blanc. Alors oui, c'est une démocratie représentative et effectivement, on ne peut pas retourner tous les 2 mois demander aux citoyens ce qu'on doit faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le mandat. Mais quand je dis c'est pas un chèque en blanc, ça veut dire qu'il y a des comptes à rendre. Et je trouve que cette reddition de comptes, elle manque parfois. Qu'est-ce qu'on a fait pendant un mandat? Pourquoi est-ce qu'on a fait tel et tel choix? Expliquer et justifier la politique qu'on a faite et venir débattre avec des citoyens. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? On parle de communication, là, simplement, plus de transparence envers les électeurs? Non, ça va au-delà. Ça veut dire que quand il y a des choix qui sont pris, par exemple, à des contrôles budgétaires, à des conclaves budgétaires, il y a parfois des choix qui déplaisent et je le respecte à certains secteurs ou à certains... Ça veut dire d'accepter de les voir, de les rencontrer et de leur expliquer et de justifier. Et donc, oui, on a évidemment, il y a eu des revenus, des recettes supplémentaires. Alors, on a veillé à ce qu'il n'y ait aucun impôt nouveau sur la classe moyenne. Ça, pour moi, c'était fondamental et pour ce gouvernement. Mais bien sûr qu'il y a eu des recettes supplémentaires qui ont touché certains secteurs d'activité. Je considère que quand ces secteurs m'écrivent, s'en plaignent et demandent à me voir, eh bien, c'est le minimum que je puisse faire de les recevoir et de donner une explication. C'est pas le moment le plus drôle, hein, soyons honnêtes, c'est pas le moment le plus joyeux quand il faut venir expliquer des politiques qui plaisent pas. Mais ça fait partie du rôle. Ça veut dire qu'on se met pas dans une tour d'ivoire et ça veut dire recevoir tout le monde. Et à l'époque où je suivais les dossiers asile-migration, je recevais tant des associations qui avaient qui étaient peut-être considérées davantage comme de gauche ou très très à gauche que toutes les autres. Ce n'est pas parce qu'on est dans un parti de centre droit
qu'on ne parle pas aux citoyens qui ont une autre opinion. Donc on représente tout le monde. Une fois qu'on est élu, on est là pour tout le monde. Magnifique, ça me permet de faire le lien avec la couleur politique. C'est une question que d'habitude... Et bleu. C'est que d'habitude on n'aime pas trop. Et chacun y répond comme il veut. Mais justement, si tu n'étais pas libéral, si tu n'étais pas OMR, est-ce qu'il y a un autre parti qui éventuellement pourrait te correspondre? Parce que soyons francs quand même jusqu'au bout, je pense pour la plupart d'entre nous, quand je dis entre nous citoyens, un parti politique qui nous correspond à 100% n'existe pas, sinon ça serait notre propre parti politique. J'imagine que tu as choisi également un parti qui te convenait dans la grande majorité de la vision. Est-ce qu'il y a une sensibilité ou un parti politique que tu aurais pu choisir? Ou pourquoi le libéralisme avant tout et rien d'autre? Parce qu'on voit, pour pas le citer, il y a des gens comme du PTB qui vous ont rejoint à grand écart sur votre liste 3e place. Donc j'imagine qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors grand écart, mais conversion est en fait, à la limite, elle est plus crédible que les gens qui font un petit pas... J'ai vu que c'est grâce à toi notamment qu'il a été convaincu par le libéralisme. Je ne voudrais pas en prendre tout le mérite. Je pense que Georges-Louis Boucher a certainement joué un rôle aussi. Mais je crois que c'est ni grâce à moi, ni fondamentalement grâce à Georges-Louis. C'est grâce au libéralisme et à la conviction qu'il a eue de manière profonde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pendant plus de 20 ans, a milité au PTB. Il a d'abord eu une carrière comme chauffeur de bus, toujours été un grand travailleur. Et puis il s'est rendu compte à 46 ou 47 ou 48 ans, je ne sais pas quel âge il a exactement, Youssef, qu'en fait on lui avait sans doute raconté des fadaises pendant toutes ces années. Il a 4 enfants et ses enfants font des études supérieures. Et c'est en regardant leurs cours d'économie, en discutant avec eux, qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, probablement tout ce qu'on lui avait raconté sur l'économie et les patrons, c'était pas juste. Et que lui-même voulait créer sa petite entreprise, qu'il a fait, et bravo. Eh bien, qu'en fait, les caricatures qu'on lui avait bassinées pendant des années étaient fausses. Et donc, tant mieux parce que c'est quelqu'un qui voit la lumière et qui se dit, il ne va pas se renier, il vient d'un milieu ouvrier, il en est fier, il va toujours se battre pour les ouvriers. Et il y a un point en commun entre lui et nous, qui est gigantesque et qui nous rejoint, c'est le travail, c'est la valeur travail. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui m'a dit qu'il avait vu son père travailler toute sa vie. Et donc, je pense que ça nous rejoint. Et toi, du coup, parce qu'évidemment, l'idée, c'était surtout de centrer la question sur toi. Est-ce que toi, c'est ça qui t'attire dans le libéralisme? C'est quoi la liberté de penser, d'agir, un État présent, mais pas trop Alors oui, tout ça, mais moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense au libéralisme, c'est des hommes et des femmes debout. C'est l'idée qu'on veut toujours voir et croire qu'on peut y arriver. Et bien sûr, il y a des moments où on tombe dans la vie et tout le monde tombe. Et là, alors l'État doit être là pour nous aider à nous relever. Et bien sûr qu'il faut un filet social. Mais c'est un filet, c'est pas un hamac. Et je pense que un peu comme un rôle de parent dans une éducation d'enfants, et sans vouloir comparer l'État à des parents ou les citoyens à des enfants, ce serait tout à fait inapropos, mais c'est de dire dans l'éducation, il y a aussi pousser ces enfants vers le maximum de potentiel et pas partir de l'hypothèse qui serait inapte ou qui serait toujours dans une situation d'incapacité. Et c'est ça que j'aime dans le libéralisme, c'est qu'en fait il y a une grande solidarité. Il y a une grande solidarité, mais qui part aussi d'une responsabilité. Et c'est l'idéologie où je retrouve à la fois cette responsabilité, cette solidarité. Et un parti centriste comme les Engagés, finalement, ils portent un peu le même discours, si je t'entends bien à ce niveau-là. Alors oui, je vais en parler, mais en réalité, pour avoir un tout petit peu voyagé, avoir eu cette chance d'habiter ailleurs, en fait, dans tous les pays du monde, les libéraux de Belgique, c'est des centristes, parce qu'on aime raconter ici qu'on est à droite, mais je veux dire, s'il faut aller regarder ce qui se passe ailleurs, en fait, on est des centristes, et quand on voit ce qu'on prône en matière de sécurité sociale, etc., on est extrêmement modéré. Et d'ailleurs, on peut être très fier de notre sécurité sociale en Belgique, mais il faut la préserver, il faut la chérir, et ça veut dire qu'il faut un peu une carotte et un bâton. Et donc, ça veut dire qu'il faut récompenser ceux qui font un effort, mais qu'il faut quand même pousser ceux qui ne le font pas à contribuer, parce que sinon, on n'arrivera pas, et là, je le dis avec ma casquette du budget, à continuer à payer toutes ces dépenses. Et aujourd'hui, on voit les dépenses qui augmentent, très rapidement. Si je t'entends bien, entre les lignes, certains partis ont plus tendance à donner la carotte que de sortir le bâton. Si je crois, et voilà, il faut toujours trouver un équilibre. Alors, les engagés, mais en fait, moi, j'avais eu comme prof à l'université Philippe Mestat, qui était... Ancien CDH, du coup. Oui, alors à l'époque, c'était le PSC, et je trouvais que
il y a eu beaucoup d'hommes d'État. Maintenant, il y a eu des grands hommes d'État au Parti socialiste aussi. Voilà, je pense que dans tous les partis, il y a des gens de grande qualité. Ce qui prime, c'est les personnalités, parce que j'imagine, voilà, dans un gouvernement, tu dois savoir moi je trouve que les personnes priment. Maintenant, l'idéologie est importante parce qu'il faut quand même pouvoir faire des accords. Mais oui, il y a des personnes avec qui c'est évidemment plus aisé de travailler. Un parti dans lequel tu pourrais jamais te retrouver ? Les extrêmes, ni de gauche ni de droite, c'est absolument impossible. C'est tout à fait dramatique. C'est tuer la démocratie, c'est tuer la vie en société, que ce soit à gauche parce qu'on trouve tous des boucs émissaires, que ce soit les multinationales, les classes aisées, les banques, il y a toujours un bouc émissaire, que ce soit à droite parce que c'est empreint d'un racisme. Mais bon, à droite comme à gauche, il y a aussi du racisme, dans l'extrême gauche, il ne faut pas croire. Je pense qu'il y a en tout cas des questions à se poser par rapport à la position par rapport à Israël, le fait d'avoir du mal à condamner des conflits comme l'invasion en Ukraine, le fait d'avoir du mal à condamner ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine, c'est quand même... Si ça, c'est pas une forme de conflit sociétal où on monte les gens les uns contre les autres, je sais pas ce que c'est. Le racisme du Vlaams-Belang, il est désastreux pour une société. Ce qui est sûr, c'est que je n'arrive jamais, derrière le micro de ce podcast, à faire changer mon invité de parti politique, ça c'est sûr. Donc tu resteras bien libéral. Non, mais je suis heureuse de voir qu'il y a des partis... j'ai du respect pour mes adversaires dans chaque parti, et je pense que c'est fondamental que, de toute façon, on est dans des gouvernements de coalition, on est dans un système à la proportionnelle en Belgique, on doit travailler ensemble, et donc on peut que se réjouir de voir par exemple le mouvement qu'ont fait les engagés, et que c'est un parti qui sera là après les élections parce qu'il a fait un mouvement de refondation, et je trouve que c'est intéressant et qu'on peut s'en réjouir. Voir ce qui s'est passé chez Défi ces dernières semaines, ça ne me réjouit en rien, c'est catastrophique, et j'espère et je leur souhaite de tout cœur qu'ils vont pouvoir remonter et repartir sur de bonnes bases. Donc on ne peut jamais en fait se réjouir de partis traditionnels qui disparaissent. Maintenant, vous savez, moi je suis aussi profondément préoccupée par la transition climatique. Moi, je regarde ce qui se passe en Suisse où il y a des partis écologiques libéraux. Je trouve ça passionnant parce que, en fait, ce qu'on doit faire... Moi, je suis tout aussi obsédée par la transition climatique que les écolos. Donc, j'ai beaucoup de sympathie pour le but. Simplement, les moyens sont différents. Moi, je vois ça d'une perspective macro. Et eux voient ça, du moins, c'est souvent l'impression qu'ils me donnent dans leurs décisions, d'une perspective plus micro. Ce qu'il faut faire, si on veut vraiment faire la transition climatique, c'est pas penser que chacun individuellement va pouvoir la faire, même si des changements de comportement peuvent évidemment aider et sont encouragés, mais c'est se dire qu'on va faire shifter tous les moyens, les milliards d'euros de la finance vers ce qui est une croissance propre, vers ce qui est une croissance qui va générer des revenus dans des secteurs qu'on a envie d'avoir demain. Est-ce que cette vision-là, excuse-moi de t'interrompre, est-ce qu'elle ne prend pas justement trop de temps ? Est-ce que c'est peut-être pas ça une critique quand même qu'on pourrait juger de fondée de la part des écologistes? Le PS, pareil, parle d'écosocialisme. Vous parlez d'une certaine façon d'écologie libérale. Les écolos vont probablement vous répondre, oui, mais tout ça, on n'a pas le temps. C'est dans 10 ou 20 ans, et même maintenant déjà. Là où ils ont raison, c'est que c'est urgent, et c'est pour ça que je vois les objectifs que mettent l'Union européenne et la Commission européenne, et heureusement, mais je vois aussi beaucoup de mouvements qui partent des entreprises. Et en fait, la transition climatique, on la fera avec les entreprises ou on la fera pas. Parce que penser que l'État aujourd'hui peut le faire seul, c'est un leurre. Parce qu'on n'a pas les moyens de financer ça seul, et qu'on a besoin que ça parte aussi des industries, des entreprises. Alors dans tout ce qui est B2C, donc c'est-à-dire consommateurs, on voit une grande demande des consommateurs aujourd'hui. Et je dois dire que pour avoir suivi cette matière-là, je vois à quel point la Commission européenne et le Parlement européen ont été actifs sur ces sujets. Et je ne peux que m'en réjouir. Tout ce qu'on a fait, d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir négocier dans le trilogue le droit à la réparation. Voilà, tout ça va dans le bon sens. C'est l'idée qu'on doit réparer nos produits plutôt que de les remplacer. Quand tu dis on a besoin des entreprises, tu veux dire on a besoin de les convaincre, de nous suivre, parce qu'en tant qu'État, on peut très bien aussi, on va dire, les inciter, pour pas dire les obliger, à s'inscrire dans une transition écologique. Est-ce que c'est pas plutôt le rôle de l'État plutôt que de les convaincre ? Alors l'État a un rôle de régulateur et donc doit mettre des balises et des cadres. C'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on fait aussi au niveau européen, parce que certaines de ces réglementations évidemment proviennent du niveau européen.
bien sûr que l'État a besoin de convaincre, mais je ne dirais pas ça aujourd'hui parce que c'est pas du tout ce que je sens et ce que je vis quand je parle aux entreprises. Je pense que ce que je vois, c'est que ça bouge énormément de leur côté. C'est qu'il y a énormément de chefs d'entreprise qui sont absolument convaincus et qui veulent aller même plus vite et qui sont en train de bouger plus vite. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin... Est-ce que c'est pas parce qu'il y a les réglementations européennes aussi qui les poussent? Parce que si on n'est pas poussé, on bouge pas. Évidemment, c'est juste, mais ils ont aussi anticipé et la question du why est quand même aujourd'hui fondamentale. On voit ça non seulement dans la génération des jeunes entrepreneurs, mais je le vois aussi dans la génération des 40-50 ans où aujourd'hui ils sont inquiets pour ce qu'ils vont laisser demain, ils sont inquiets pour la génération de leurs enfants. Et quand je parle à des entrepreneurs ou à des chefs d'entreprise, ils me parlent spontanément de cela. Et d'ailleurs, ils demandent qu'on puisse travailler en partenariat. Et ça veut dire quoi? Quand je vais visiter des entreprises, et je l'ai encore fait cette semaine, je le fais régulièrement, c'est le point clé dont ils me parlent. Et ils savent que je suis libérale. Ils me parlent de leur politique de sustainability, de durabilité. Et je ne peux que m'en réjouir parce que, je vous le disais, c'est une obsession pour moi aussi. Ils savent qu'ils doivent être net zéro à 2030, à 2040. Donc ils sentent la pression arriver et donc ils ont... Oui, je joue un peu l'avocat du diable. Ouais, non, mais ils le veulent aussi parce que d'abord leurs consommateurs le demandent, effectivement, parce qu'il y a une tendance sociétale, mais parce qu'ils n'ont plus envie eux-mêmes de travailler dans des entreprises qui laissent derrière eux un déluge ou une empreinte carbone gigantesque. Donc, je veux dire, tous ces gens, de la même que les politiques, on est aussi des citoyens, on l'oublie, et je comprends que les citoyens l'oublient, mais je veux dire, moi, il y a un moment où je rentre à la maison, je suis citoyenne, je suis soumise aux mêmes règles que tout le monde, que quand je conduis ma voiture, voilà, je suis une citoyenne. Eh bien, tous ces gens qui travaillent dans des entreprises, ce sont aussi des citoyens qui ont aussi une vie, une famille, des amis, qui vivent dans une communauté et qui ont envie qu'ils fassent les bonnes choses. Magnifique. Je suis là pour te challenger, évidemment. Bien je porte sûr. la parole et je te remercie pour tes réponses très authentique en tout cas et très intéressante également, pas mal de réflexions intéressantes qui probablement feront également écho chez nos auditeurs. J'ai une question que j'avais encore envie de te poser sur cette partie-là avant de passer à la suite. C'est donc tu as été responsable du budget, pas une mince affaire, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est pas le but. Le déficit budgétaire est ce qu'il est, il a même un peu augmenté récemment. Ma question c'est plutôt quels sont tes grands regrets si tu en as? Est-ce qu'il y a un regret dans cette législature jusque maintenant, que ce soit voilà, spécifiquement par rapport à un dossier ou plus largement par rapport au temps politique, à la collaboration politique? Est-ce qu'il y a un regret que tu voudrais nous partager? Je ne sais pas s'il y a un regret. J'ai le sentiment, moi je suis arrivée fin 2022 et en 2023, à 2 échéances, c'est-à-dire une fois en mars, une fois en octobre, on a cherché respectivement 1,8 milliard d'euros supplémentaires et 1,2 milliard. Ça veut dire qu'on a fait 3 milliards d'euros d'efforts budgétaires en plus que ce qui était dans l'accord de gouvernement, que ce qui avait été discuté, convenu. Et à chaque fois, il a fallu convaincre les partenaires. Et peut-être que j'ai eu à la fois, pas toujours... le sentiment qu'il y avait ce sense of urgency, ce sentiment d'urgence autour de la table par rapport à ça, parce que c'était vraiment un rôle de conviction. Et en même temps, et je le dis sincèrement, je suis reconnaissante aux partenaires de coalition de nous avoir permis de le faire, parce que c'est un travail qu'on fait en équipe ou qu'on ne fait pas. Et comme secrétaire d'État au budget, en fait, on a quotidiennement un droit de veto quelque part, c'est-à-dire qu'on peut donner des accords négatifs, tout passe par moi. Mais c'est pas très intéressant un droit de veto. Enfin, pour construire quelque chose, c'est pas très intéressant. Et donc tes regrets? Et donc il faut avoir les partenaires autour de la table. Donc en fait, j'ai peut-être un regret qu'on n'ait pas pu faire plus, parce que il faut faire plus, parce que le déficit, comme vous le disiez, est important et on est dans le rouge. Et en même temps, c'est pas un regret personnel, parce que je pense que j'ai fait et on a atteint tout ce qu'on pouvait atteindre et que ces 3 milliards en plus, c'était déjà un effort significatif pour 2024. Et des regrets peut-être pas spécialement personnels, c'est vrai que ma question était peut-être un peu mal formulée, peut-être même des choses que tu regrettes qui étaient indépendantes de ta volonté. Je regrette tous les scandales qu'on a vus en politique ces derniers mois, ces dernières années, où l'image de la politique a clairement pas été redorée. Et ça, c'est dommage parce que ça abîme la confiance des citoyens, ça renforce les extrêmes. Et moi, je vois des gens au quotidien et dans tous les partis où il y en a beaucoup qui bossent vraiment jour et nuit, qui travaillent beaucoup. Alors forcément, on n'est pas d'accord sur les idées et on a d'autres solutions, mais c'est la nature même de la démocratie. Sinon, on serait en dictature et ce serait dommage. Enfin, ce serait surtout terrible. Mais donc,
je pense que ça abîme, alors qu'il y a des gens qui le font avec compétence et avec bonne foi. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans des pays de coalition. Quand on est 7 autour de la table, je ne sais pas si certains ont déjà eu une réunion de copropriété où vous deviez discuter de réinvestir dans l'ascenseur ou dans le toit de la copropriété. C'est déjà très difficile. C'est déjà chaud. Mais alors à 7 qui partent d'idées différentes, parce que encore tout le monde a envie que le toit ne coule pas. Ici, il y a parfois des visions différentes de la société. C'est pas évident. Et donc, je dis souvent, et voilà, c'est peut-être la petite fleur que je mets ou la plume à son chapeau du Premier ministre, et oui, il est de mon parti, mais c'est pas pour ça que je le dis. C'est un petit miracle ce qu'il fait, et c'est assez remarquable, parce que avoir 7 partenaires de coalition qui arrivent bon an, mal an à avancer ensemble, alors qu'on sort de 2 crises et qu'il y a eu beaucoup d'imprévus, c'est pas rien. Mais oui, ça, je regrette que la confiance des citoyens n'y soit plus, que je vois les sondages ou les extrêmes qui montent, qu'on est dans une vie de l'immédiateté ou une ère de l'immédiateté avec des réseaux sociaux qui apportent aussi des fake news où tout doit être expliqué de manière très, très brève. Et donc, il n'y a plus le temps toujours de cette explication et de ce contact. Et il y a une idée de préjuger, de présupposer qu'il y a des mauvaises intentions. Et je le comprends parce qu'en fait, et c'est là que j'allais dire, la confiance, on demande aux citoyens de nous faire confiance, mais il n'y a pas toujours de confiance entre nous. Et c'est dommage, parce qu'il y a toujours une forme de paranoïa en politique où on pense que les choses sont personnelles. Si je donne un accord budgétaire négatif, il y a des collègues qui vont penser que c'est parce que c'était contre eux, alors que j'essaye sincèrement d'appliquer les mêmes règles, voilà, de ne pas créer de précédents, de traiter tout le monde de la même manière et de ne pas en faire un sujet politique. Une question spontanée qui me vient, mais à quoi est-ce dû, toi qui vis dedans? Parce que quand je fais le parallèle avec le monde de l'entreprise, voilà, on ne prend pas les choses personnellement, on comprend qu'on prend la décision dans l'intérêt de l'entreprise ou autre. Alors évidemment, des fois, ça peut être personnel, mais dans 99% des cas pas. Pourquoi est-ce qu'en politique, on ramène tout facilement peut-être une très à bonne l'aspect question. personnel? Je crois que c'est parce que c'est perçu comme un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, ce que tu gagnes, je perds. Ce que je gagne, tu perds. Et donc, comme si c'est gagner perdant plutôt que de se dire qu'en fait ensemble on peut agrandir le gâteau et qu'on peut en sortir tous gagnants. Si dans le gouvernement avec cette partie on disait du bien l'un de l'autre en disant mais ce que mon collègue ce que Petra de Sutter a fait dans le domaine que sais-je de la fonction publique, c'est extraordinaire, et qu'inversement elle dit voilà, ce que David Clarinval a fait pour les indépendants, c'est magnifique. Justement. En fait, c'est du win-win. Et on a tendance... Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas assez du coup? Parce qu'il y a une idée de la politique qui est très différente du monde de l'entreprise, et peut-être que ça aiderait que plus de politiques passent par le monde de l'entreprise, connaissent le monde de l'entreprise. Il y a cette idée qu'on est effectivement des adversaires, et que donc on ne peut pas, si on dit le moindre mot positif sur l'autre, ça va être à notre détriment, ou qu'en fait il y a un nombre limité de voix et que donc il faut les garder chez soi. Donc oui, il y a quelque chose dans le jeu qui ne fonctionne pas. Mais effectivement, une solution parfaite, il y a quelque chose dans le système. Je dis souvent, ce sont des gens remarquables. Et d'ailleurs, je dois dire au Conseil des ministres, quand je regarde mes collègues du gouvernement, les relations sont bonnes, on s'entend bien, on s'apprécie. Mais le système rend les choses compliquées. Et il est temps de changer ce système. Et en fait, il y a moyen de changer ce système. Est-ce que tu sens une évolution avec une nouvelle génération, des personnes qui sont rentrées plus récemment en politique, des personnes qui ont un parcours dans le monde entrepreneurial également, ou pas? Ou est-ce que c'est une impression parce que très vite peut-être, on rentre dedans et puis on est pris dans la machine? Oui, on rentre dedans et on est pris dans la machine. Oui et non, il y a certainement des choses qui évoluent avec la jeune génération, et puis il y a d'autres choses qui évoluent pas nécessairement dans le bon sens. Si je regarde l'époque de Dehaene, de Martens, entre flamands et francophones, les gens se connaissaient, ils se voyaient en dehors, ils se parlaient. Aujourd'hui, on ne se connaît plus assez. On ne se entre parle néerlandophones pas. Et francophones, tu veux dire surtout? Alors ça, entre néerlandophones et francophones, d'ailleurs, peu savent, même dans la politique, ils ne savent pas toujours ce qui se passe exactement en région flamande, s'ils sont francophones ou inversement, ça joue absolument dans les deux sens. Si on demande d'ailleurs aux citoyens qui sont les ministres flamands ou wallons, ils ne le savent pas, mais pas seulement entre francophones et néerlandophones, mais entre partis, on ne se parle pas assez, on ne se connaît pas assez. Or, j'ai eu la chance d'étudier la négociation aux États-Unis, et toutes les études de négociation, et peut-être que ça paraît contre-intuitif pour certains, mais montre que quand en fait on se connaît bien et qu'on négocie avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on respecte, bien sûr que le résultat de la négociation est meilleur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un respect. Et en fait, ce qui compte, c'est de pouvoir rejouer le jeu.
c'est comme un jeu de société. Si vous jouez avec quelqu'un qui triche tout le temps, qui viole les règles, on n'a plus tellement envie de jouer au jeu. Ici, il faut pouvoir rejouer le jeu, et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ce respect. Si à chaque fois on peut briser les règles ou briser sa parole, ça marche pas. Mais je crois qu'il y a cette idée en politique qu'en politique, tous les coups sont permis. C'est ça. Et donc on en revient à la confiance, effectivement, et on en revient qui à est la un confiance. concept un peu vague. Et c'est dommage, et peut-être qu'il faudrait qu'on soit davantage d'accord sur certaines règles de base. Vous savez, il y a des choses qui se font en politique qui, dans le monde de l'entreprise, et en même temps, je ne vais pas les comparer complètement parce qu'ils ne sont pas... Mais il y a des choses qu'on devrait reprendre et importer plus du monde de l'entreprise, et des bonnes choses. Moi, en tout cas, je retiens, Alexia, parce que je sens que tu pourras en parler encore pendant des heures. Et j'ai envie de respecter ton temps. Je ne sais pas si tu as encore une petite dizaine de minutes maximum pour clôturer. Si pas, on ira un peu Je n'ai pas la moindre idée. Je devrais regarder mon agenda. Personnel n'est pas là. Il viendra taper très fort. Et on va garder toute cette authenticité, évidemment, dans le podcast. Du coup, oui, simplement, je pense qu'on peut peut-être simplement lancer un appel, que vous fassiez une grosse fête au lendemain des élections, tout parti politique confondu, pour mieux vous connaître et peut-être pouvoir négocier après les élections de manière plus sereine. Je dis ça sur le ton de la boutade, mais finalement, si je t'entends bien, c'est ça. Alors, j'en rêverais, et c'est avant tout une question de personne, même que à part les extrêmes, et d'ailleurs je le dis d'autant plus à l'aise que nous les libéraux, on a travaillé avec tout le monde, on a toujours travaillé avec tout le monde, donc on sait travailler avec tout le monde, et oui, ce sont les personnes qui font la différence, et quand il y a ce respect entre les personnes, et il y en a, et quand je regarde la génération d'au-dessus, mais ça existe à cette génération aussi, il y avait des gens qui se respectaient, qui savaient parler ensemble. Il y a ça encore aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qu'on vit dans le Cairn. Quand il y a des relations fortes entre les gens, c'est plus facile. Heureusement que du coup il y a encore de l'optimisme. Alexia, pas la dernière question, mais juste pour après clôturer avec les 2-3 dernières questions. On le sait, c'est une question qui t'y est souvent posée. Ton papa est un grand industriel, Luc Bertrand. J'imagine que quand tu rentres en politique, c'est peut-être un avantage, mais également un désavantage. Aujourd'hui, comment tu le vis ? Est-ce que tu as réussi à le transformer en avantage ? Alors, quand je suis rentrée en politique, je ne pense pas que j'ai pensé à ça. Tu l'avais pas anticipé. C'était pas vraiment sur mon radar. Je pense qu'eux, y avaient peut-être davantage pensé que moi. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu souvent, mais peut-être souvent en début de mandat ou de législature. Et puis à un moment, les gens passent au-dessus. C'est comme quand vous avez une caractéristique peut-être un peu particulière. Je ne pourrais jamais dire que c'est un désavantage. Enfin, je ne peux quand même pas dire que la chance que j'ai eue de grandir dans une famille où on m'a appris les valeurs du travail, les valeurs de l'effort, où j'ai eu la chance de pouvoir mener les études que je rêvais de mener. Et ça, c'est une chance. Et je réalise à quel point c'est un privilège, et tout le monde ne l'a pas. Et en fait, c'est peut-être souvent mal compris, du coup. Oui, parce qu'on va vite te critiquer en disant « Mais Alexia, tu comprends pas le monde réel, les chômeurs, etc. T'as pas baigné là-dedans. » Alors, c'est mal compris parce qu'en fait, chez nous, on estimait qu'on avait tellement de chance qu'il fallait que ce soit mérité. Alors, le mot mérite, on peut en parler pendant très longtemps parce que tout n'est pas basé sur du mérite, et le mérite n'est pas partout parce qu'on n'est pas tous dans des situations d'égalité des chances. Mais c'est pour ça que je veux me battre pour ça et faire en sorte que justement les gens qui n'ont pas eu cette chance puissent y arriver. Et c'est ça qui me révolte le plus, c'est qu'aujourd'hui je vois des couples où il y en a 2 qui travaillent et qui arrivent très difficilement à s'acheter un appartement, une maison à Bruxelles en l'occurrence ou ailleurs. Ça, je trouve que c'est absurde. Mais c'est vrai que chez nous à la maison, c'était essentiel qu'on sache ce que c'est, que le travail, l'effort, il y avait une valorisation gigantesque pour les gens qui travaillent, quel que soit le métier qu'on fasse. Et mes parents ont toujours dit, vous faites le métier que vous voulez, la seule chose qui compte, c'est de le faire avec passion et de le faire bien, de donner le meilleur de soi-même. Mais il n'y a pas de saut métier. Donc moi, j'ai un respect infini pour les gens qui travaillent. Et depuis que tu es rentrée en politique, tu as peut-être encore plus pu ouvrir tes horizons, des réalités. Oui, sincèrement oui, parce que le fait d'aller en politique, c'est d'aller à la rencontre de tout le monde, qu'ils habitent, que ce soit des entrepreneurs qui réussissent et qui viennent me voir ici comme secrétaire d'État à la protection des consommateurs, ou que ce soit des personnes qui vivent dans un logement social. Et oui, ça, bien sûr, mais je pense que cette réalité, je la connaissais déjà aussi dans mon cercle d'amis. En fait, dans mon cercle d'amis de ma jeunesse, il y en avait avec qui partir en vacances, c'était compliqué pour certains parce qu'ils n'avaient pas des parents qui soutenaient leurs vacances. Donc, je veux dire, cette réalité-là, en fait, j'ai toujours
vécu avec, je me suis toujours rendu compte de la chance que j'avais et j'ai chaque été fait un job étudiant parce que ça faisait partie de ce que mes parents considéraient comme la base de la base. On t'a transmis les valeurs et aujourd'hui tu as envie de rendre aussi à la société de par ton engagement politique. Oui, et en même temps, quand on m'interroge toujours du coup sur les taxations des riches, etc., moi quand j'en parle, je ne défends pas une caste. Moi, je dis toujours, moi, je me bats pas pour les rentiers. Alors après, super pour les rentiers, voilà, c'est super pour eux. Mais moi, je me bats pour une société où on avance. Et donc, ceux pour qui je me bats, c'est ceux qui bossent. Mais donc, quand je parle de la taxation des riches, c'est jamais de la part d'une caste que je représenterait, et je le dis au conditionnel, c'est parce que ça vient d'une position libérale qui est défendue d'ailleurs par l'ensemble de mon parti, qui est la compréhension de l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez faire ça, mais vous savez, il y a 12 pays qui ont introduit un impôt sur la fortune, il n'y en a plus que 3 aujourd'hui, ils en sont revenus. Pourquoi ? Parce que les capitaux s'en vont. Et alors, vous avez vos entrepreneurs qui partent. Ça n'a pas de sens si on ne le fait pas au niveau européen ou mondial. Et donc, arrêtons de mettre les gens dans les cases. On parlait du PTB. Le PTB, franchement, c'est le champion du monde pour mettre les gens dans les cases. Et c'est marrant parce que c'est tout l'inverse de mon éducation, où jamais on m'a appris à mettre les gens dans des cases depuis leur origine, leur naissance. Et au contraire, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils agissent. Et il y avait une ouverture de tout le monde et de voir ce qu'ils font concrètement. Alors, je trouve ça, en fait, c'est vraiment la preuve par A plus B d'une forme de castisation, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et d'ailleurs, le racisme en est une forme, hein, n'est qu'une sous-catégorie des gens qui créent des castes. Et le PTB, il crée des castes où il met les gens dedans. Et donc, il faut penser nécessairement comme ça. C'est absolument dramatique. Et c'est là que j'aime le libéralisme, où on part de l'idée que l'individu, il surpasse sa communauté, il dépasse sa communauté, en tout cas, il dépasse sa naissance. Je passe de vous ou tu, on se tutoyait. Tu en fais une force, Alexia. Ça, je pense que... et c'est tout à ton honneur aussi. C'est ça d'ailleurs aussi une des raisons que ton parcours est, on va dire, pas plus inspirant qu'un autre. C'est peut-être pas le bon mot, mais effectivement, voilà, tu te bats effectivement pour je crois qu'il y a beaucoup de gens inspirants en politique. Et je dois dire, j'ai un respect infini pour des personnes comme Melissa de Praat, qui est la présidente de Voreuil, qui a un parcours magnifique. Elle appréciera du coup. Mais il faut pouvoir le dire, et je pense qu'il y a tellement de gens qui font du travail qualitatif, voilà, et elle a un parcours extrêmement méritant de venir de la classe ouvrière. Chapeau bas. Et il faut de tout. Il n'y a pas que ces parcours-là qui sont nécessaires. On a aussi besoin des gens qui comprennent les entrepreneurs, qui comprennent les entreprises. On a besoin de tout. Voilà, il faut une représentativité de la société. Maintenant, il faut aussi, et je le dis par rapport à des partis comme le PTB, qui pensent, eux, qu'il ne faudrait que des ouvriers au Parlement, aux presses. Il ne faut pas que des ouvriers. On a besoin et des ouvriers et des patrons. On a besoin et des universitaires et des non-universitaires. Je pense que tout le monde, effectivement, te donnera raison. Il faut une représentativité de la société pour faire société ensemble, finalement. Voilà. Et il faut aussi des gens qui puissent appréhender la complexité des dossiers de l'économie. Oui. Donc, il faut des gens, certainement, qui parlent du terrain. Mais si on n'a que des gens qui parlent du terrain et qui n'ont pas les outils nécessaires pour appréhender la complexité du système dans lequel on vit, eh bien, on va droit dans le mur aussi. Ce que j'adore, c'est que avec la dernière question, Alexia, tu as parlé encore plus avec ton cœur que les 40 minutes précédentes. Je m'emballe. Et c'est toujours frustrant parce que c'est vers la fin du podcast que mon invité parle encore davantage avec conviction, mais c'est parce qu'on sent aussi tout simplement toute la sincérité de l'engagement. Alexia, je pense qu'il faut pouvoir le dire. J'ai 2-3 petites dernières questions assez courtes parce qu'après, j'aimerais aussi respecter ton temps et voilà, tout simplement aussi te remercier pour cet échange très constructif. Le podcast s'appelle Positive Changemakers, pas pour rien, parce qu'effectivement, je pense que si on veut avoir un impact et si on veut se lancer dans l'arène, qu'elle soit politique ou non, il faut être optimiste. Je ne vais pas te poser la question, est-ce que tu es une optimiste ? Je pense que oui, sinon tu ne ferais pas ce que tu fais. Mais quelles sont tes sources d'inspiration ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui t'inspirent au quotidien pour continuer lorsque, notamment des fois, c'est peut-être un peu plus compliqué et tu as peut-être des jours où tu te dis, Alexia, qu'est-ce que tu fais ? J'arrête tout, je retourne dans l'avocature. C'était bien plus chill, si je peux le dire ainsi. Alors, les gens qui m'inspirent, c'est à la fois des gens qui sont passés avant moi ou qui ont été des leaders inspirants. Et j'ai déjà cité Barack Obama, mais c'est clair qu'il en fait partie. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de profondément
bon en fait chez lui, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de changer le monde, qui ne vient pas de l'idée du pouvoir, qui vient profondément de vouloir faire un impact et aussi de par son parcours de vie personnelle. Des gens comme lui, des gens comme Jacinda Ardern, des gens comme Simone Veil qui a été une inspiration à un moment, à un moment critique, à un moment pivot, ou Robert Badinter C'est qui ça du coup? C'est une dame... Donc Robert Badinter, oui. C'est celui qui a aboli la peine de mort en France et qui en a fait tout un combat, qui a été ministre de la Justice. Et c'était une époque où c'était pas encore tout à fait accepté et acquis dans les mœurs. Donc la peine de mort était encore largement répandue en France. Donc c'est des gens qui ont vraiment porté un changement. Des personnages historiques et des personnes en politique. Et alors j'allais dire donc des personnes en politique, mais en fait mes inspirations c'est aussi les gens que je côtoie au quotidien, c'est-à-dire mes amis, mes collègues. Il y a des gens remarquables. Il ne faut pas être Barack Obama en fait pour faire du changement. Et les plus grands changements, c'est tous les petits changements qu'on fait tous les jours. Parfois, un regard, un geste, un remerciement ou la phrase juste au bon moment, ça peut changer la journée de quelqu'un, voire même plus. Et je crois que c'est ça qu'on doit se dire, c'est qu'on est tous des acteurs de changement tous les jours et on a tous les jours, quand on se lève le matin, le choix de savoir si, en fait, on a envie de passer à côté des gens en faisant la tête ou en leur disant pas bonjour, ou si on va être cette personne qui va embellir la journée du prochain. Et la politique, c'est aussi ça, quoi. Si on le fait pas pour les gens et si on n'a pas envie d'entrer en contact avec les gens, il faut pas se lancer en politique, hein. Vraiment, il vaut mieux pas se lancer en politique parce que, d'ailleurs, encore moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans, c'est pas l'idée de juste qu'on va être dans un dossier, c'est important, il faut le faire, mais c'est aussi l'idée qu'il faut entendre ce que les citoyens nous disent, pouvoir répondre aux députés, au Parlement, et avec le plus grand respect parce qu'ils font un travail qui mérite d'être valorisé et qu'eux-mêmes sont les représentants du peuple. Donc, quand les députés posent des questions, eh bien, il faut engager avec eux. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration et puis se ressourcer un peu dans la nature, un peu par le sport. Mais j'ai plus tu as déjà fait le lien, et tu as déjà fait le lien, Alexia, avec une de mes dernières questions. Effectivement, on va dire que beaucoup de personnes ont envie des fois de s'engager, que ce soit en politique ou ailleurs. C'est pas toujours facile. Je pense qu'on a déjà abordé pas mal de choses. Et ce que j'aime bien dans ta philosophie là que tu viens de décrire, c'est qu'effectivement, et c'est un peu aussi la philosophie du podcast, qu'on peut tous à notre échelle être un acteur ou une actrice de changement. Je terminerai par te laisser faire éventuellement un appel à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui sont des personnes souvent passionnées, qui sont engagées par différents moyens ou qui ont envie de s'engager, ou certains qui hésitent à s'engager, que ce soit dans une ASBL ou en politique. Ouais. Quel sera un petit peu ton appel à toutes ces personnes-là qui nous écoutent en conclusion, Alexia? D'abord, merci à tous ceux et toutes celles qui le font, et je pense qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils le font. En fait, l'engagement prend tellement de formes. Il ne faut pas nécessairement avoir rejoint une association ou militer au sein d'une grosse organisation pour être un acteur de changement ou s'être engagé. Mais si certains ont envie de faire plus, c'est d'abord se connecter avec ce qui fait sens pour soi. Il y a 10 000 manières de s'engager, il y a 10 000 thèmes, il y a tellement de sujets qui méritent notre attention. C'est de savoir comment est-ce qu'on s'y retrouve et qu'est-ce qui fait sens. Est-ce qu'il faut plus de monde en politique quand même pour toi, ou plus de jeunes, ou plus de femmes, ou plus de... Alors, il faut toujours des gens de qualité en politique, toujours. Et donc, pour ceux qui ont envie de le faire, il ne faut pas hésiter à se lancer. Ce n'est pas un monde facile. C'est probablement, pour reprendre les termes juridiques du droit de la concurrence, un secteur où il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Parce qu'il faut commencer un petit peu au bas de l'échelle. Et puis, il y a des codes qui ne sont pas les mêmes que dans le monde de l'entreprise. Il y a des codes de loyauté et qui sont des mots qui sont devenus un peu galvaudés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un peu leur sens. Je ne trouve pas qu'ils soient toujours utilisés à bon escient. C'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est pas servir la soupe à l'un et à l'autre, c'est de dire quand on n'est pas d'accord. Maintenant, on peut le dire en privé, on n'est pas obligé d'aller se répandre dans la presse, ça c'est pas la loyauté vis-à-vis d'un parti. Il faut toujours trouver l'équilibre. On milite dans un parti et donc moi j'adhère aux valeurs du parti et c'est vrai qu'il y a une loyauté par rapport au parti, mais ça veut pas dire qu'il y a une loyauté par rapport à des comportements qui ne seraient pas justes ou qui ne seraient pas adéquats. Donc c'est un monde où il y a beaucoup de barrières à l'entrée parce qu'il faut montrer un peu sa bonne volonté, il faut montrer qu'on a envie parce qu'il y a beaucoup d'élus
et peu d'appelés, enfin beaucoup d'appelés et peu d'élus plutôt. C'est un peu l'inverse. À la veille des élections, c'est important de le préciser. C'est un peu l'inverse. Mais je crois que Et c'est difficile cette loyauté des fois justement, parce que je pense que c'est ça aussi très brièvement qui freine certaines personnes, se dire je m'engage au MR, je m'engage au PS, je m'engage peu importe. Ouais. Il faut être loyal, il faut défendre des fois des idées, des projets avec lesquels on n'est pas tout à fait aligné. Ouais, alors il y a toujours moyen quand même de trouver. Moi je dis il faut être capable de faire des compromis, mais pas de compromission. Donc si vous êtes quelqu'un de hyper intransigeant, je pense pas que la politique soit faite pour vous. Intransigeant, ça peut être une qualité dans plein de professions, peut-être la recherche scientifique ou plein d'autres, mais peut-être pas la politique. Mais ça veut dire qu'il faut être prêt à faire des compromis, mais pas des compromissions. Voilà, pour moi, voter le calendrier scolaire dissocié, c'était pas possible. Je ne l'ai pas fait. Je me suis abstenue. C'était une véritable discussion. Ça a été quelque chose, ça a été un parcours. Et je remercie encore, à l'époque j'étais au MR, le président pour les dialogues, les discussions qu'on a eues et pour sa confiance. Et j'ai pu m'abstenir là-dessus. Mais c'est vrai que ça demande du temps, de l'énergie et ça demande d'être en adéquation avec soi-même. Mais moi, je n'aurais jamais pu sortir de ce Parlement en votant ça. Pourquoi ? Parce que... Pas sur le fond, mais parce qu'aujourd'hui, les enfants dans le système néerlandophone et francophone, et on le vit là, vraiment, sont dans des systèmes différents qui créent parfois des pénuries dans l'immersion, qui créent des complications pour des parents qui ont des enfants dans les deux systèmes ou pour ceux qui sont profs. Ça paraissait une aberration et donc pour être tout à fait aligné avec toi-même. Donc moi, ça, je ne pouvais pas faire. Donc je crois qu'il y a toujours moyen de s'en sortir. Je n'ai pas l'impression, aujourd'hui, et il faudrait que j'y réfléchisse très longuement, d'avoir dû soutenir ou défendre ou aller dire ou raconter des choses avec lesquelles je suis pas en adéquation. Maintenant, bien sûr qu'il y a des choses, on a tous nos sensibilités. Dans un programme de parti, dire que 100% vous adhérez, non, mais on est dans c'est là, on ne peut pas être intransigeant. Moi, j'adhère à l'idéologie libérale, j'adhère à 95% des propositions, et peut-être qu'il y en a l'une ou l'autre où je me retrouve moins, mais est-ce que ça veut dire que je ne me retrouve pas dedans ? Non, mais si vous êtes quelqu'un où vous devez être... hyper carré sur tout, ce qui est une force dans plein de domaines, mais c'est peut-être pas pour la politique. En tout cas, ton appel est lancé. Mais donc, engagez-vous. S'il y a des personnes qui ont envie de s'engager. Alexia, un dernier mot. Tu es 4e sur la liste fédérale à Bruxelles pour la Chambre. Les élections sont prochainement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de campagne ? Qu'elle se passe bien, qu'elle se déroule de manière sereine, et ça pas juste pour moi, mais je crois pour l'ensemble des citoyens et des politiques qui font campagne. Et puis surtout, moi ce que j'ai envie de souhaiter, c'est pour notre pays, c'est pour l'après, c'est qu'on voit pas la montée des extrêmes comme je la crains, et ça me fait peur parce que je pense que beaucoup de gens, et pour revenir brièvement à Youssef Hannichi, il est certainement la preuve vivante qu'en fait on peut se tromper, et que finalement, même quand on a milité 20 ans dans un parti, en fait il y a moyen avec des discussions et des échanges d'en sortir. Si je peux me permettre, est-ce que c'est se tromper ? Ça fait peut-être simplement partie du parcours de vie. Oui, c'est beau ça. De réaliser. Ouais, je peux suivre ça. Peut-être qu'à un moment ça répond à une nécessité de l'évolution. Pour X ou Y raison. Mais j'espère que la jeunesse, en tout cas, et pas que les jeunes, mais que les jeunes vont s'informer, vont venir écouter, confronter, aller parler à tout le monde. Voilà, moi je dis toujours, et ceux qui veulent s'engager en politique, quel que soit le parti, c'est bien. Moi je dis bravo que vous engagez au Parti Socialiste, chez les écolos, chez des filles, chez les engagés ou chez les libéraux. C'est bien, on a besoin de ça. Faites juste pas un truc. N'allez pas dans des partis qui racontent des fake news et qui proposent des solutions simples aux problèmes les plus compliqués de ce monde. C'est absurde, mais si vous vous engagez chez n'importe quel autre parti politique, je serai la première à vous ouvrir la porte et à vous féliciter. En tout cas, l'enthousiasme était contagieux, Alexia, tout au long de ce podcast. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Luigi. Un grand plaisir, et je te souhaite du coup tout le meilleur pour cette campagne électorale et surtout pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Et c'est déjà la fin de ce 19e épisode du podcast Positive Changemakers. Merci encore une fois pour votre fidélité. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez évidemment pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à nous faire part également de votre retour sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours très très plaisir. Alors c'est également le tout dernier épisode de la saison politique. Rendez-vous du coup très prochainement, mais pour découvrir une nouvelle personnalité derrière le micro de Positive Changemakers. Entre-temps, j'ai envie de vous dire et de vous répéter, abonnez-vous au podcast, continuez certainement à nous suivre sur les réseaux sociaux afin d'être sûr de ne rien rater. À très vite. Ciao.